Moins de 4 Français sur 10, moins de 4 sur 10 font encore confiance à la presse de grand chemin. Face à ce discrédit massif et devant le succès de la presse alternative, les médias mainstream mènent une guerre totale pour se réapproprier le récit. Ils imposent leur doxa, leur vision mensongère, ils étouffent les voix dissidentes et verrouillent l'information. Dans cette bataille, TV Liberté, première chaîne audiovisuelle alternative de France, subit tous les coups. Coupure de notre chaîne YouTube par le passé, fermeture récente de nos comptes bancaires, invisibilisation systématique. Sur ordre, nous sommes traités par les banques comme des sous-citoyens et nous sommes aussi confrontés à l'injure, à l'omerta et à l'exclusion des débats publics. Mais on ne se tait pas, on ne se vend pas, on informe. Pas de pub, pas de subvention. Pas d'actionnaires, mais 1 million d'abonnés sur YouTube, le double, 2 millions sur les réseaux sociaux et 250 millions de vues en quelques années. Et puis vous les donateurs, vous tous, et une équipe soudée qui enquête, qui documente, qui raconte ce que personne d'autre ne raconte et qui a acquis en 12 ans le sérieux et la crédibilité pour se démarquer du lot commun. Cette liberté a un prix. Pour continuer à produire des enquêtes, des documentaires, des émissions longues pour tenir tête à ces géants, pour sortir financièrement du rouge et bétonner le budget 2026, TV Liberté a besoin de vous. Chaque don, chaque soutien est une arme contre la censure et les dictates, une pierre à l'édifice de la vérité, celle qui rend libre et du véritable pluralisme. Avec votre soutien, délivré du contrôle des banques, mais aussi de l'État, des oligarques, des annonceurs, nous avançons encore et encore. On ne se tait pas, on ne se vend pas, on résiste. Parce que la liberté coûte moins cher que la servitude. Aidez-nous. J'ai l'impression que vous pourriez exceller dans tous les domaines. J'ai l'impression que rien ne vous résiste. Vous avez été très jeune, je crois que vous avez 25 ans, chef d'orchestre de l'armée française. 22. 22 Intronisé par Lang et Charles Hernu, je crois, à l'époque. Oui. Comment êtes-vous arrivé à être chef d'orchestre de l'armée française à 22 ans? Je faisais une répétition dans mon lieu au temple de Passy, rue Cortambert, et en pleine répétition, je vois débarquer, mais comme dans un film, 3-4 personnes haut gradé, avec vraiment tout l'uniforme bardé de médailles, et je me suis dit, ça y est, ils sont venus me chercher. Je pensais que c'était le service militaire, et je me disais, ils ont une forme de recrutement assez musclé. Spécial. C'était à l'époque, vous savez, on faisait 1 an, et dont 1 mois de classe, et je crois que et donc je pensais qu'ils allaient me faire partir tout de suite, voilà. Alors, la répétition, donc je fasse toute la répétition un tout petit peu comme un musicien, c'est-à-dire troublé. Très troublé, et dans le théâtre intérieur extravagant, et je viens vite les voir en disant, mais vous savez, j'avais vraiment l'intention de venir, vous inquiétez pas, etc. Et vraiment, j'ai toujours apprécié l'armée, et ils me disent, c'est pas pour ça. Non, c'est pas pour ça, on est venu écouter votre répétition, et on a trouvé en vous le futur créateur du cœur de l'armée française. Alors là, je tombe par terre. Mais à 22 ans, quand même, vous n'aviez pas fait vos preuves encore. Comme quoi? Comme militaire ou comme musicien? Comme chef d'orchestre. Comme chef d'orchestre. Ça se fait pas comme ça. Je vais le dire un petit peu quand même, parce que j'avais été dans le chœur de l'Orchestre de Paris comme chanteur, et puis dans l'Orchestre des Jeunes de l'Orchestre de Paris, où là, j'avais vraiment appris mon travail de futur chef d'orchestre et chef de chœur. Donc, vous savez, c'est assez classique dans nos professions, on se professionnalise dès l'âge de 7 ans. 7-8 ans, moi j'avais dit, je suis pianiste, compositeur, chef d'orchestre, etc. Les gens pensaient que c'était une atroce vanité. Chanteur aussi. Oui, les gens pensaient que c'était vanité, en fait c'était simplement de la passion. C'est une force intérieure qui nous dépasse complètement. C'est un peu comme la grâce, comme la foi, c'est vraiment de ce même niveau. C'est quelque chose qui, je dirais,
qui vient vous happer et vous passez votre vie comme un moine musicien, quoi, tout simplement. Mais alors, la musique, commençons par la musique. Avec plaisir. On finira par la musique. Ça tombe bien. Parce qu'il y a un aspect politique chez vous, vous êtes en train de réformer de fond en comble l'ONU, vous me direz, il est temps. Non, mais ça, c'est une passion qui nous réunit, l'ONU. Oui. On est rare, hein. Mais oui, parce que... je tiens beaucoup à l'ONU et vous aussi. Mais oui, parce qu'en fait... Vous même la réformer, on en parlera. Vous aviez travaillé avec Boutros Boutros-Ghali, que j'avais rencontré plusieurs fois. En fait, moi je suis un petit-fils de la Shoah. Hein, donc ça veut dire que la parole ne doit pas engendrer la conflictualité gratuite. Mais je ne peux pas me payer le luxe d'avoir des ennemis. En fait, ce n'est pas la politique, vous êtes un grand amoureux de la paix. Voilà. La paix, c'est oui, cardinal chez vous, de l'humanité, de la paix. Il y a des mots qui vous bouleversent, on verra pourquoi. Voilà. Très juste. La musique, vous l'avez découverte comment? Parce que votre père, on le verra aussi, était plutôt un écrivain, et exclusivement un écrivain d'ailleurs. Absolument, il était très mélomane, et ma mère était aussi écrivain et sociologue, parce qu'elle a écrit un très beau livre qui était chez Albin Michel, sur l'aide sociale. Enfin, c'était un livre un peu kafkaïen, donc j'avais vraiment deux parents écrivains qui étaient excentriques, plein de liberté. Qui tirait un peu le diable par la queue, si j'ai bien compris, non? Ah bah, il y a des moments, c'est-à-dire qu'il n'avait pas d'autre métier, c'est-à-dire que les fluctuations de l'écriture et de l'inspiration faisaient que quelquefois, pendant 3 ans, on ne mangeait plus, on s'éclairait à la bougie, et là, c'était pas esthétique, c'était vraiment pour s'éclairer. L'âge de 10-15 ans, ça a été très très compliqué. Et en même temps, très formateur. Mon frère en est devenu complètement fou, enfin, je veux dire, comment dire, je me suis construit dans les pleurs de mon père. Votre frère est schizophrène. Oui. On peut le dire. Mon frère est schizophrène, mais en fait, c'est surtout d'abord mon frère, et surtout, c'est mon professeur de conscience et d'humilité. Comme Anne pour De Gaulle, dont nous parlons tout à l'heure. Quand je dis complètement, toute proportion gardée, mais il est vrai que ce qu'il y a de plus touchant et qui est au cœur, de l'humanité, de l'humanité, c'est Charles de Gaulle avec sa fille Anne. Évidemment, tout est dedans là. Tout est dedans. Il y a ceux qui peuvent lire les mémoires. Moi, j'ai pas lu les mémoires. Je cherche. Je me sers d'amis qui lisent pour moi, ce qu'on appelle, j'externalise les sujets parce qu'on ne peut pas tout lire, mais ils me font un rapport, c'est le ténor Joachim Bresson, donc, qui est mon ami, et il lit tout cela, et après on a des discussions, on a nos discussions aussi. Joachim Bresson, qui est votre ténor dans les concerts de Saint-Sulpice. Oui, un super chanteur, il aime beaucoup, en plus il interprète bien mes compositions, c'est vraiment... non, mais alors, on va parler de tout ça. Alors, puisqu'on a effleuré le sujet, oui. Ça compte beaucoup pour vous. Parlons de votre père, traumatisé pour avoir perdu son père et sa mère, c'est-à-dire votre grand-père, votre grand-mère et votre tante. Oui. Les 3 Auschwitz. Ah oui, 42 1942. Le convoi des gens qui étaient d'origine roumaine. Absolument. C'est ça, oui. Ouais. Et là, direct. Ils étaient roumains, et en 1929, ils sont installés en France pour vivre la liberté. Et ça les a amenés à Auschwitz. Allez, simple. Donc, j'ai bâti, au fond, toute ma vie. Quand vous parlez de la paix, évidemment, on ne peut pas, être superficiel ou narcissique sur ces sujets pareils. Et non plus conflictuel. Donc, j'ai jamais été contre quiconque, donc certainement pas contre l'ONU, mais essayer de saisir, de comprendre. Qu'en est-il de l'idéal onusien aujourd'hui? Oui. Mais ça voudrait bien qu'on parle de l'ONU parce que encore une fois, ça nous intéresse. C'est vous qui menez beaucoup de monde. C'est vous qui menez le bal. Bon, la conversation, c'est vous qui la menez, mon cher ami, puisque vous voyez, je voulais parler de musique pour commencer. Comment avez-vous découvert la musique au milieu excusez-moi, j'ai pas répondu à la question. De cet univers quand même assez souffrant. Oui, c'est la musique qui met Votre père souffrait beaucoup. On peut dire un mot d'ailleurs avant d'en arriver à la musique. Oui. Vous voyez le désordre de notre conversation. C'est pas grave, c'est très bien le désordre. De quelqu'un qui a beaucoup compté pour lui et donc pour vous. Oui. C'est Joseph Kessel. Ah bien sûr, Joseph Kessel. Parlez-moi de Joseph Kessel que vous avez évidemment connu. Non, moi je l'ai pas connu. Mais non. En fait, Joseph Kessel, c'était le témoin de mariage de mes parents. Il a adopté quasiment mon père.
pendant 3 ans. Vraiment dans les années, on va dire, 50. Parce qu'il était orphelin de père et de mère. Absolument. Et mon père était carrément, enfin je veux dire, dans un état suicidaire, dépressif. Enfin, le survivant, d'ailleurs il a écrit un livre qui s'appelle Le survivant malgré lui, c'est pas le médecin mais c'est le survivant malgré lui. Et c'est terrible. Et je ne sais pas si j'ai hérité de cette fébrilité, hein, cette hypersensibilité, on va dire hyper-émotivité. Mais il est vrai que c'est une ambiance, je dirais quasi paranoïaque, hein, des moments d'une pauvreté extrême, et en même temps, ce qui émergeait de cela, c'est l'amour inconditionnel qu'il me portait. Et quelquefois, il me disait « Hugues, je suis d'accord avec toi sur rien du tout. Mais qu'est-ce que je t'aime ?» Et là, en séparant l'amour, vous savez, si tu fais ça, tu auras le droit à un sucre, ça marche pas. C'est pas bon, c'est une transaction. Et donc, j'ai cette confiance. Mon père est mort il y a déjà maintenant presque plus d'une vingtaine d'années, mais j'ai hérité de cette confiance, c'est-à-dire quoi que je fasse, je sais que je suis aimé. C'est ça, c'est magnifique ça. Très pudique sur son judaïsme, on n'a jamais parlé de Dieu, ce qui nous permettait d'avoir la totale liberté de conscience, sans aucune influence, vous voyez. Et donc j'ai hérité de ce... Quand on a cet amour inconditionnel, rien n'est impossible. Et effectivement, alors vous faites allusion... Alors la musique, c'est la liberté. Au milieu de tout ça. Donc, comment rencontrez-vous la musique au point qu'elle vous embrase, quoi? Eh bien, avant même d'entendre des mots dans ma tête, ou des phrases, ou d'entendre ou comprendre le français, ou d'apprendre l'alphabet, avant même d'apprendre l'alphabet, c'était la musique qui était mon langage. C'est-à-dire dans ma tête, il y avait de la symphonie en permanence. Et il a fallu attendre plus de 50 ans, on va dire même plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Plus de 60 ans. Pour que je commence vraiment à écrire sérieusement. Enfin, depuis 3 ans, j'écris des symphonies, des opéras, des concertos pour piano, violon, etc., etc. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui. Mais la musique, c'était un langage intérieur. Pour moi, c'était naturel. Je veux dire que je pensais en mélodie, en chaleur orchestrale, vous voyez, en volume. Et qui m'a dit, c'est vous, peut-être que c'est le déclic s'est fait, la passion, mot que vous aimez beaucoup, qui a 2 versants, c'est l'enthousiasme et la souffrance en même temps, la passion. Gustave Mahler. Polysémie. Mahler, la symphonie numéro 5. Oh bah non, toutes les symphonies. Toutes. En fait, comme on ne mangeait pas à la maison, faute de financement... oui, faute d'argent. Faute d'argent, oui. On avait le droit de se faire inviter par les copains de classe. Et donc, j'étais toujours dehors. C'est le lycée qui organisait ça? Les services sociaux ont dit à certains enfants, des jeunes, de s'occuper de moi, de m'emmener en vacances, de me faire dîner chez leurs parents, etc. Parce que j'étais de plus en plus... 60. J'étais mec 60, excusez-moi, 70, 11, 12, 13, 73. Et j'étais de plus en plus blanc, maigre, avec des traces de bougies sur les pantalons. Et quand on me disait pourquoi vous avez des traces de bougies, parce qu'on s'éclairait à la bougie, et là toute la classe s'est mise à rigoler, en pensant que c'était très drôle, et en fait c'était pas drôle du tout. Vous savez, la pauvreté dans un univers riche à l'époque, dans les années 75 ou 75, c'est très très dur au fond. Et donc il me fallait de la poésie, il me fallait... Alors j'avais de la liberté justement. Et cet enthousiasme était le fait de s'occuper d'abord des autres plutôt que de soi. Et donc quand je voyais mes parents, mon frère péricliter, mes 2 frères, je me disais, c'est pas le moment de sombrer, etc. Et à un moment donné, paf, j'ai eu cette espèce de grâce intérieure. Les auditeurs certains vont trouver ça tout à fait normal et d'autres penser que je suis complètement fou. La réalité, c'est peut-être au milieu, j'en sais rien. En tout cas, je m'en fiche. Mais le plus important, c'est que... Faites confiance à nos auditeurs. Je fais confiance à nos auditeurs. Je vous fais confiance. Les auditeurs et téléspectateurs de TVL comprennent parfaitement ce que vous dites. Ah, c'est merveilleux. Alors... venez au concert du 11 décembre, Confiance pour Confiance. On va faire de la publicité pour vos concerts de Saint-Sulpice. C'est pas de la publicité. Mais vous remplissez Saint-Sulpice tous les mois. Alors, je ne fais jamais de publicité pour mes concerts, c'est pas de la publicité. Bon. Publicité, on va laisser ça à des produits, on va faire... de la réclame. Non, c'est pas de la réclame, c'est du désir de partager mon bonheur. Très bien. Alors,
Malheur. Malheur. Je crois que Donc le garçon... Un soir, vous êtes invité dans une famille. À dîner, enfin c'était carrément 3 soirs par semaine. Ouais. Et dans sa chambre, il dit tiens, je vais te faire écouter un disque. Je me dis c'est Pierre Motet. Malheureusement, il est mort depuis, il a une tumeur, c'était affreux. Il était violoniste. Et c'était en fait mon ami d'enfance, Pierre Motet, le fils de l'acteur, un acteur qui était assez célèbre à une époque, Alain Motet. Et donc son fiston me fait écouter, tiens, écoute ça. Alors, j'écoute, et là je me suis dit, c'est bon, je vais devenir chef d'orchestre, simplement parce que cette musique, je la reconnais. Et comme si j'ai retrouvé un deuxième père. Quel passage de malheur, quel déclic vient d'où? Chaque mesure de malheur, c'est l'ADN. On la reconnaît immédiatement. La moindre mesure de malheur, on la reconnaît du premier, complètement, tout à fait. Pour moi, on est tout de suite dans les Alpes. C'est ma boussole au niveau de composition et au niveau de la direction d'orchestre. Parce que c'était à la fois un très très grand chef d'orchestre, oui. Et dans ses compositions, il notait tous les détails. Et si on veut vraiment apprendre le métier de chef d'orchestre, il faut regarder les symphonies, tout est marqué des symphonies de Gustav Mahler. Alors, j'ai eu la chance, avant 30 ans, de diriger l'intégrale des symphonies de Gustav Mahler, et quelquefois même plusieurs fois, dans des pays où justement on avait l'impression que Mahler c'était dans la rue, dans les pays de l'Est à l'époque. Les 8 Les 9 La 9e c'était... Non, c'est la 10e qui est inachevée. Oui, donc il y en a 10. Elle ne s'appelle pas symphonie. Si. Il a appelé. Il a écrit 9 symphonies, et puis des esquisses de la 10e, et 2 adagios, que j'ai dirigé aussi, qui sont absolument fabuleux. Ouais. Ça plane des adagios. Ah non, c'est exceptionnel. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le plus grand compositeur littéraire et psychologue. C'est celui qui va vous parler de l'être humain. Alors, on n'aime pas la musique de Gustav Mahler comme on écoute une musique qui va vous distraire ou va vous donner la pêche. Non, mais même, c'est pas, on l'écoute pas comme on écoute Bach. Ah non, ça n'a rien à voir. De la musique baroque. C'est une musique métaphysique qui interroge l'être humain et qui va vous chercher. Si vous ne comprenez pas la musique, elle va vous comprendre, elle va aller vers vous. Donc il suffit simplement de faire taire les préjugés et vous laisser imbiber, vous laisser imprégner de musique. De la musique. Les symphonies de Gustav Mahler, c'est une priorité absolue pour comprendre ce qu'on vit, de quelle manière on peut transcender tous les défis que nous avons, qu'ils soient quotidiens ou universels. Vous le jouez encore, vous l'interprétez encore, Mahler. Il n'est plus beaucoup dans vos programmes. Mais oui, ça dépend de vos auditeurs. Il nous faut des mécènes. Pourquoi? Parce qu'il faut beaucoup de musiciens. Oui. Justement, la symphonie numéro 8, il y a combien? Il y a 1000. Il l'appelait la symphonie des 1000. C'est ça, oui. Je l'ai fait à la Basse et à Saint-Ouen de Rouen. Nous étions déjà à peu près 500. C'est quelque chose. À diriger, quand on fait 3 à 4, après, on a l'impression d'être... dans un réacteur, c'est une évolution, mais le réacteur du monde, enfin c'est volcanique. Et pourquoi avez-vous voulu être chef alors? Pour être plus proche de la musique de Gustav Mahler, pour être dans sa famille, dans son univers. Je l'avais reconnu comme un père spirituel. Et rien. Ma mère me disait tu irais jusqu'en enfer pour diriger du Gustav Mahler. C'est ce que j'ai pratiquement fait. J'ai été à Belgrade diriger. La symphonie Titan, c'est l'enfer en elle-même. La première. J'avais dirigé à Belgrade pendant la guerre, avant d'aller à Sarajevo. D'ailleurs, c'était pendant la guerre, la 7e symphonie de Gustav Mahler. Ce sont des monuments. Mais vous savez, on a nos compositeurs français, Tournemire, qui est très proche de Gustav Mahler, totalement méconnu. Mahler français. On peut choisir un morceau, Hugues, de Mahler. Oui. Choisissez un morceau de Mahler qu'on va passer en petite récréation musicale pour que nos auditeurs et nos spectateurs sache bien de qui nous parlons, parce qu'elle est très reconnaissable, cette musique, mais tout le monde ne l'a pas dans l'oreille. Oui, alors on peut avoir... Que choisissez-vous? Oui, moi je dirais les premières mesures de la 5e symphonie. À l'adagietto? Non, le premier mouvement? Le premier mouvement. Sturmisch, je crois, non? Oui, et là vous avez la trompette, c'est hallucinant. Tempétueux. Mais enfin bon, vous avez aussi la 2e symphonie de Gustav Mahler, sa 2e symphonie, Résurrection, le final. Vous avez les premières mesures de la 8e, enfin bon. Alors on choisit les premières mesures. Allez, de la 5e. De la 5e. Oui, parce que Visconti l'a mis dans son film, Mort à Venise. Oui, surtout mais c'était l'adagietto. Et bien sûr l'adagietto. Voilà, que tout le monde connaît. On va écouter un morceau des deux, comme ça on sera dans Mahler. Avec grand plaisir.
Bon, alors voilà, C'est beau. un peu de malheur pour nous mettre dans le bain. C'est ce bain-là qui ne vous a pas quitté. Voilà, il vous a ému, bouleversé. À 10 ans, 12 ans, c'est rare tout de même. Oui. Et vous avez dit maintenant, pour Ça y moi, la vie, c'est la musique. Eh oui. Et la profession, la vocation, la dévotion. Et j'étais toujours avec des partitions de Gustave Mahler, mais nuit et jour. Nuit et jour. À la bougie? Alors, c'est tellement vrai ce que vous dites. Alors ça, c'est incroyable. Vous voyez la bougie, j'avais la partition. Qu'est-ce qui va se passer dans, on va dire, 3 quarts d'heure ou 1 heure? Ça va être le noir. Il n'y en aura plus. Donc je voyais ma symphonie, et j'étais passionné, je lisais et je voyais la bougie. Et j'avais pas d'autres bougies, parce que nos parents nous donnaient qu'une bougie, etc. Parce qu'après, il fallait s'en procurer, etc. Et ça coûtait très cher, etc. Bon. Et donc je voyais la bougie, et je voyais la partition, et ce qui me restait à lire. Et rien que ça, dans aucun conservatoire au monde, on apprend ça, j'ai commencé à lire de plus en plus vite. Et ma lecture, et mon déchiffrage... Avant le noir. Mais bien entendu, avant le noir. Et vous savez qu'est-ce qui se passait? Une fois qu'il y avait le noir, ça continuait. Donc non seulement j'ai appris à lire très très vite en suivant la bougie... C'est magnifique. Non mais voilà, c'est la pédagogie de... On va dire la pédagogie bienheureuse du tragique de l'existence. Et chaque tragique et bienheureuse. Et le tragique de l'existence est souvent du questionnement pour dire « Hey, je t'envoie ça, et si tu es astucieux, débrouille-toi avec ça ». Et non seulement, alors c'est le langage avec, on va dire, un peu... Vos relations avec le divin. Dieu le Père. Mais voilà, exactement. Je me dis, et chaque fois je me dis, quand il y a une crasse qui m'arrive, je dis, en quoi c'est super bien pour moi? En quoi? Et je ne parle pas de « Oh, mon Dieu, comme je souffre. Oh, j'ai pas assez de répétitions. » Ce que tout le monde fait. J'ai pas de mécène, s'il vous plaît, donnez-moi l'argent. Je fais des concerts avec 1 heure de répétition où je vais diriger de manière avec un triple ordinateur pour être très très précis. Ne dites pas que dans ces fameux concerts de Saint-Sulpice, vous remplissez Saint-Sulpice, et je crois que c'est d'ailleurs l'église la plus grande de Paris, à égalité presque avec Notre-Dame. Non, plus grand. Plus grand. Oui, on a 2500 places à Saint-Sulpice et 1500 à Notre-Dame. C'est surréaliste. On va voir à l'écran comment vous remplissez Saint-Sulpice. Ouais. D'abord avec vos chœurs, on va en revenir à vos chœurs, et puis avec vos musiciens. Ça fait un tableau extraordinaire dans cette église qui a tout de spectaculaire. Mais complètement, c'est bouleversant. Au milieu des Delacroix et autres merveilles. Et le public joue beaucoup pour la ferveur. Je veux dire, Saint-Sulpice, c'est dans le 6e arrondissement de Paris, à 200 mètres d'ici. Par exemple, le 11 décembre prochain, je vais jouer le Requiem de Mozart, et puis la cantate que j'ai créée sur un texte de Charles de Gaulle. Voilà qui est fait pour me plaire. Personne n'a jamais mis de Gaulle en musique. C'est un texte absolument incroyable. Je suis tombé dessus. Allez-y. C'est-à-dire qu'en fait, c'est à la fois, il ne faut pas avoir peur du tragique, il ne faut pas l'édulcorer, il faut l'assumer parce que ce sont aussi nos racines. Et ce qui serait tragique, c'est le déni et de laisser tomber. Et c'est un discours que Charles de Gaulle a donné le 1er novembre 1944, je l'intitule « Il confessait la France ». Et il parle des jeunes résistants. Un concert que De Gaulle a organisé le 1er novembre 1944. Non, un discours. Un discours, pardon. Il n'était pas organisateur de concert. Il organisait simplement la France. Il aimait les Tédéums. Oui, il organisait la France. C'est un grand modèle pour nous. Au soir de Birakem, il a fait donner à l'Église française de Londres un Tédéum. Enfin, il avait le réflexe de la mise en musique. La culture incroyable. C'était un vrai écrivain, lui, un véritable. Pardon pour les autres aussi, mais on va dire un grand écrivain, voilà. Ce 1er novembre 1944, il donne un témoignage sur les jeunes qu'on sortait à 4h ou 5h du matin dans la brume et qu'on allait fusiller, et ils se mettaient à hurler juste avant de mourir « Vive la France !» Et on ne les traitait pas de fascistes, c'était justement des victimes du fascisme. Donc aujourd'hui... qui remet les pendules à l'heure. Donc moi, j'ai écrit cette cantate, pardonnez-moi, quand je dis moi, c'est le meilleur de moi-même, d'accord, ce qui me transcende, c'est l'honnêteté, c'est la filiation. Sur ce discours de novembre voilà, 44. alors il confessait la France, il ne confessait que la France. Et à l'instant même où la rafale des fusils
de l'ennemi se déchaînaient pour les abattre, ils criaient « Vive la France !» Et je mets ça en musique. Alors, on va regarder ça, votre le 11 partition, parce que il y a à la fois la partition, il faut la montrer à la caméra, mais on va la voir, la partition et le texte. Oui, bien sûr. Et jamais personne n'a mis en musique un texte version... de De Gaulle. Comment pardon. Jamais personne n'a mis en musique un texte de De Gaulle. Oui, jamais. Idée, oui. Jamais. J'ai hâte d'entendre ça, le 11 décembre. 11 décembre, à 20h45, comme il y a 2500 places, il faudra que tous les auditeurs, bon je sais que ça fait 400 000 personnes, bon bref, tous les auditeurs... Enfin, arrivent à l'heure. Oui, arrivent à l'heure, même un petit peu en avance, mais c'est merveilleux. Ça serait 20h45, je dis 20h45, parce que c'est une raison très précise que je n'avais pas compris. Oui, parce que je peux faire une répétition. Parce que vous ne faites pas 36 répétitions, vous n'avez pas les moyens. Mais j'ai pas les moyens financiers. Vous faites une répétition avant le concert lui-même. Vous êtes sur le fil, là. Oui, avant de comme le disent, je faisais déjà l'économie de l'argent public, puisque je n'en ai jamais touché. En l'occurrence, ces concerts, c'est le public. Et les places sont à 20 €, toutes les places. Donc à la fois, on va dire quand même populaire, et en plus, je mesure à quel point c'est important quand on demande aux gens de se déplacer, de leur apporter quelque chose de véritablement nourrissant. Je témoigne qu'il y a une atmosphère très particulière dans vos concerts à Saint-Sulpice. Mais il fait un grand honneur, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés d'ailleurs, grâce à Valentin Gore. Il m'a demandé, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, de présider la saison. La saison. Mais vous savez, Saint-Sulpice, c'est un lieu, on parle souvent noblesse oblige, et moi je dirais quelque part l'émerveillement de toute cette spiritualité, les gens qui ont façonné, créé, construit, c'est important d'en être conscient. Finalement, la plus belle chose, c'est quand même d'arriver, envers et malgré tout, à réaliser des concerts dans une dimension, je dirais, positive. La création... et cette cantate Charles de Gaulle, je peux vous dire, c'est le texte qui m'a inspiré toutes les notes de musique. Ça sera l'ouverture avant le Requiem oui, absolument. De Mozart. Ça dure, je pense, un quart d'heure, ou un petit peu plus. Et c'est la 5e fois qu'on va le faire. Je l'ai donné son invitation de la Fondation Charles de Gaulle le 6 mai dernier, lors des 80 ans de l'armistice, de la signature de l'armistice. Voilà. Et on en a une version aussi en anglais, parce qu'elle sera offerte au vice-président américain, qui est un amoureux de Charles de Gaulle, et qui tient d'ailleurs sa vocation catholique, justement, c'était un grand catholique. Alors, c'est intéressant dans la musique, l'oratorio, ça de Gaulle, sonne très bien. Vance s'est converti en 20 ou 21, il y a quelques années. Oui. Voilà, alors ce qui est très intéressant, c'est que j'ai bâti toute ma saison à Saint-Sulpice par rapport à 2026, donc les 250 ans de l'indépendance américaine et de la relation avec la France. Ça me semble intéressant. Pour moi, l'Amérique, c'est celle avant tout de Washington et d'un jeune dont personne ne connaît, qui a écrit une poésie, parce que j'ai écrit une symphonie américaine qui sera donnée le 4 juillet le jour 2026. de l'indépendance, oui. Et je suis tombé sur un poète américain qui est venu en France. États-unien, qui est venu en France dans les années 1913, 14, 15, et qui est mort au combat aux côtés des Français. Un poète célèbre, Alan Seeger. Il est mort un 4 juillet 1916. Très curieux, jour de l'indépendance, 2026, 1916. Et il a écrit un poète qui est très connu pour les Américains, pas très rigolo, mais d'un autre côté, il ne faut pas éviter, j'ai rendez-vous avec la mort. C'est terrible. Et c'était le poème préféré de Kennedy. Et j'ai choisi de le mettre en musique, un petit peu comme la cantate Charles de Gaulle, mettre en musique, parce qu'il me semble intéressant de retrouver ses racines en dehors du tumulte médiatico-sphère Internet, etc., où chacun y va de son commentaire, pour simplement faire un peu silence. C'est pour ça que j'aime la musique, parce que finalement... rien de tel pour faire silence. Mais en oui, soi exactement. Que d'entendre. C'est un paradoxe magnifique. Mais même moi, je suis obligé de me taire en plein concert, c'est terrible. On se tait intérieurement. Mais bien entendu, on a bien compris. On s'impose le bien silence. Enfin, le silence, vous êtes
divinement imposé quand on est pris par un morceau de musique. Très très bien dit. Vous dites Voilà. beaucoup mieux que moi-même. Merci. Et alors, on le sent comme ça. il s'était engagé à la Légion étrangère, évidemment, parce qu'il était américain. Et il est mort pour la France. Et c'est intéressant je pense, alors j'ai mis à la fois le texte de Washington, qui était carrément son premier discours. Et donc, j'attends beaucoup des auditeurs, des intérêts franco-américains pour faire en sorte... J'ai pas envie de faire la saison tout seul comme un martyr, mais au contraire, quoique c'est bien d'être partir un petit peu, quand on est compositeur, il faut un peu souffrir, qu'on ait des choses à raconter de la vie. La passion, c'est la souffrance. Compassion, c'est souffrir avec. Donc ça va, mais à un moment donné... La souffrance est tellement il faut que les gens intérieure et rapidement transcendée en vous que... Vous vivez comme je ça. Je me ris de toute souffrance, oui, les miennes, pas celles des autres. Alors, reprenons un peu le fil, mon cher, si tant est que nous ayons un fil. Oui. Musique, vous avez 10 ans, 12 ans, 13 ans, et que faites-vous pour vous consacrer à la musique qui devient votre raison de vivre? Eh bien, j'adore ce mot « consacré ». Voilà. Ah, évidemment. Eh bien, c'est un engagement comme la foi. C'est-à-dire, on ne mégote pas sur les moyens, sur le temps, sur notre condition. On est missionnaire. Donc la musique, c'est missionnaire. Et vous l'avez dit très justement, en filigrane, mon seul rapport avec la politique, c'est la paix. C'est tout. Rien de plus. Je ne peux pas me payer le luxe d'être conflictuel, d'avoir des lignes de démarcation, des avis qui pourraient choquer les uns ou les autres. Vous n'aimez pas les fatwas politiques, par non, exemple, pas du tout. Non, et certainement celle qui vient de moi, encore moins. Donc, vous n'en avez pas, mais vous êtes très œcuménique. Mais absolument. Et par contre, ça ne veut pas dire le syncrétisme consensuel, etc. Cela dit, je ne ferai pas de jugement. C'est l'amour. Mais oui, absolument. Celui de mon père, à mon égard, c'était ça. Donc, l'amour des autres. On ne monnaie pas. Donc, c'est pour ça, quand j'étais à Sarajevo, j'ai été snipé plusieurs fois. La première chose que je voulais faire quand j'étais snipé, c'est dire où il est, il faut que j'aille le rencontrer. Sniper, c'est-à-dire tirer. Me tuer. J'étais en tentative d'assassinat. Vous avez essuyé ça aussi? Ah oui, normalement ça marche 100 fois sur 100. Et là, au dernier moment, juste... C'est un tireur isolé qui vous visait pendant que vous prépariez un concert à Sarajevo, c'est ça? Alors je vais vous faire un aveu. En 93. Oui, en 93. 1993. Je vais vous faire un aveu. Le matin même... Encore? Oui, c'est bon. On n'a pas commencé, vraiment. Le moment des grands aveux n'a pas commencé, mon cher Paul-Marie. Nous y arrivons. Je vous vois venir aussi. Oh, je ne suis pas discret. Je vous ai très redoutable. Et en fait, le matin, j'ai eu une petite voix dans la tête en disant « Hugues, est-ce que tu veux mourir cet après-midi » Ah, une voix comme ça. Alors je dis « Tiens, j'ai un petit accès de folie comme ça, j'ai pas fait gaffe. » Et j'ai répondu quand même « Non. » Parce que j'avais Oui, parce que j'avais des impérieuses raisons de ne pas vouloir mourir à 33 ans. Bon. Et donc, et l'après-midi, sniper, c'est-à-dire visé par un sniper. La balle a fait comme ça, et juste une nanoseconde avant, j'ai fait un geste complètement brusque. C'était votre nom. Et pour regarder, comment? C'était le nom à la mort. Ah oui, c'était le nom à la mort. Ouais. Et je dirais une espèce d'ange gardien. Et ça, c'était absolument impressionnant. Et ça existe. Toute ma vie est façonnée comme ça. Et j'ai eu une dizaine d'exemples comme cela. Une dizaine. Alors à la fin, vous en avez tellement que vous dites, ok, c'est bon. On continue comme ça. J'accepte. Guider ma vie, j'avance. Voilà. Je suis catholique, je me suis fait baptiser. Mon père était juif, ma mère catholique, mon éducation protestante. Oui, alors vous avez une éducation protestante aussi. Oui, ah oui, complètement. Revenons un peu à votre enfance, on n'arrivera pas à garder notre fil. J'aime beaucoup le fil historique, pas le fil discursif. Dites-moi, les protestants arrivent à quel moment dans votre vie? À l'âge de 6 ans, parce que mes parents, qui habitaient dans le 16e à une époque, quand ça allait assez bien, ça n'avait pas duré longtemps, voit une petite troupe de louveteaux. Mon père avait publié 2 ou 3 livres chez Gallimard. C'est Gallimard, voilà. On va dans le 16e. Donc les droits d'auteur, ça marchait. Donc, il voit une petite meute de louveteaux, vous savez, comme des petits canards et des canetons, qui suivent la maman Canne. Et en disant, c'est là qu'il faut amener Hugues ici. Et ça a tout déclenché. Parce que, je veux dire, un plus dans ma vocation, c'était quand même cette communauté de jeunes qui étaient le scoutisme français, les éclaireurs unionistes de France, qui était vraiment la première troupe, c'est la troupe de Passy. Ce qui est drôle parce qu'en plus la paroisse
C'est là où je répète tous les mercredis. Vous y êtes souvent, oui, aussi. Mais incroyable, je retrouve l'endroit où j'étais à l'âge de 6 ans. un peu de thé, Avec grand il plaisir. est encore chaud. Oui. Vous avez une tasse spéciale. Ça, Merci, c'est celle du café, et voilà celle du thé. Il est encore chaud, donc dépêchons-vous. Magnifique. Vous pourrez Voilà. me faire des œufs brouillés tout à l'heure? Tout à l'heure, mon cher. D'accord, c'est gentil. Écoutez, là, je suis passionné. Non, Alors, ne m'envoyez pas aux cuisines, s'il vous plaît. Vous pouvez plus rien me refuser. Poursuivez. Donc, vous arrivez dans ce temple, Oui. et que se passe-t-il? Alors voilà, donc d'abord j'arrive dans la troupe des petits louveteaux, où là tout de suite, dès la première minute, je vois un terrain extraordinaire pour faire rire les autres. Parce que comme mon objectif c'était de faire rire mon père qui pleurait tout le temps, et donc j'ai dit je vais m'entraîner avec les petits. Et j'étais bout en train. Votre père pleurait vraiment? Ah mais il pleurait la mort des siens, tout le temps. Il pleurait, c'est-à-dire il voyait une fille de 15 ans, c'était pour lui sa sœur. Et donc, c'était terrible, très souvent. Et donc, vous savez, un gosse de 7 ans qui voit son père s'arrêter de marcher, s'asseoir sur un banc et pleurer pendant une demi-heure, vous savez que c'est une révolution dans la tête du gosse. Parce que tout d'un coup... le monde bascule. Ben oui, parce qu'il dit, c'est moi qui deviens le père de mon père. Je dois le consoler. Et c'est pour ça que j'ai fait de la musique aussi. Pour le consoler, pas parce que tout d'un coup, il y avait simplement Gustave Mahler que j'adorais, mais c'était aussi l'outil pour consoler. Alors, c'est pour ça, c'est très... La musique comme consolation universelle. Voilà, et l'enfant qui veut consoler son père, oui. Et évidemment, on va les retrouver, il existe toujours, et il veut faire des concerts à Saint-Sulpice, des jalons gagnés pour la cause de la paix, etc. Évidemment. Et avec beaucoup de passion, beaucoup de rigueur, beaucoup de discipline. Me fichant éperdument du bavardage et essayant de trouver des familles recomposées. Charles de Gaulle, Gustave Mahler, Kandinsky, Viktor Frankl, la troisième voie après Adler et Freud, le sens de la vie, la logothérapie, etc. Et puis surtout apprendre avec des gens comme vous, des gens... voilà, c'est très important. Et vous êtes quand même converti au catholicisme. Ben oui, parce que je me disais, à un moment donné, pour aller vers les autres, il faut être de quelque part. Et donc, je me retrouve gaulliste, catholique. Et français toujours. Et français, oui, j'adore la France. J'adore la France, je suis d'origine roumaine, mais j'adore la France. Vive la France, c'est merveilleux, alors, il faut le dire. Vous avez une dilection particulière pour les églises. Vous aimez donner des concerts dans les églises, même en enregistrer comme compositeur. Souvent à Giverny, il faut dire que vous habitez à Giverny, aux portes de la Normandie. Oui, on peut le dire. Et que vous donnez souvent des concerts dans tous les jours. Mais c'est pas possible. Comment trouvez-vous le temps de faire un concert par jour? Eh bien oui, c'est une folie. À l'église de Giverny, le curé est content de ça, oui. Il n'est pas au courant. Entre le 1er avril... Comment il n'est pas au courant? Non, il n'est pas au courant de tout. Entre le 1er avril... heureusement... c'est quelque chose quand même. Je vous assure. Bon. Une église sans curé ou quoi? Si, oui, mais vous savez, les curés, ils ont aujourd'hui 25-30 paroisses en même temps. Sais, oui. Il n'est pas tout à fait au courant, on va dire. Entre le 1er avril et le 1er novembre, c'est des concerts tous les jours. Des concerts d'improvisation au piano. Ensuite, c'est là que j'apprends le métier. Et beaucoup de touristes sont attirés parce qu'ils entendent certainement une musique dans l'église. C'était pas prévu par le tour opérateur. Ils restent, ils sont complètement étonnés, ébahis, ils sont adorables, etc. Bon. Ils viennent pour la peinture et ils sont attirés par la musique. Ils viennent pour la peinture et ils repartent pour la musique. Enfin, mais je ne sais pas si le curé de l'église de Giverny a autant d'ouailles à ses messes. Non, peut-être pas autant que vous. Ou pas du tout, ils sont au moins 5 ou 6, faut pas non plus. Faut pas médiser, hein, c'est pas gentil. Pardon. Mais non, la musique. On plaisante, mais la musique est une prière avec vous aussi. C'est pas vrai, ils sont beaucoup de monde, c'est très courageux, parce que vous savez, c'est un curé qui s'appelle Père Balthazar, il vient du Rwanda, et s'occuper des Normands. C'est pas facile. C'est pas facile. En plus, il fait froid. Et donc, je ne sais pas où sont partis les Français, ils importent tout, même les curés. C'est incroyable. Hein. Vous savez, pour le catholicisme, c'est universel. Oui, c'est très transfrontière. Hein. Cependant, j'y trouve matière à émerveillement quotidien. En fait, j'aime beaucoup la personnalité du Christ. Ça me plaît énormément. J'aime bien.
alors évidemment, j'ai des copains juifs qui vont m'engueuler, mais c'est pas grave. On reste joyeux. Alors, le fil. Le malgré fil, tout. conducteur. Hugues, Oui. comment percez-vous? Vous êtes jeune, Oui, vous merci. faites partie de... Non, je reviens vers votre Ah oui, de l'époque. 15e année. Vous ne parliez pas d'aujourd'hui. Ah, dommage. Bon. Ben, vous êtes de plus en plus jeune, je ne peux pas vous arrêter de toute façon. Mais à l'époque, comment faites-vous pour, par exemple, devenir à 22 ans le créateur de l'orchestre de l'armée Oui, parce que- française? Alors, étonnant. Qu'est-ce qui vous fait connaître? Mais Que j'en se sais rien, passe-t-il? Je sais C'est- que vous avez aimé et connu Landowski Oui. pour quelque chose, Marcel Landowski, Bien entendu. grand directeur de la C'était musique. une époque où les C'est l'époque langue, il faut dire ça. Oui, mais Ça change rien. non, je même parlais avant, plutôt oui. de personnalités très cultivées, qui n'avaient pas trop le sens d'eux-mêmes. Et qui bloquaient pas avec des idéologies. Ou des plans de carrière. Voilà. Alors, on avait, je pense à Pierre-Christian Tétinger, à Marcel Landowski, à Christian Poncelet, des personnalités que j'ai rencontrées qui m'ont chargé de mission. Vous voyez, et ça, c'est Mais incroyable. comment vous les rencontrez? Je ne comprends pas ça. Bah, je sais pas, comme vous, ces gens qui ont assisté au concert. Christian Poncelet, qui est le président du Sénat, je l'ai vu à Remiremont, parce qu'à une époque, j'ai travaillé les beaucoup avec Vosges. des orchestres russes. Et on s'est trouvé à Remiremont, et il a adoré ma façon que j'avais de parler de la cause des musiciens russes à une époque où ils avaient beaucoup de soucis. Mais alors attendez, je reviens. Vous avez 14 ans, 15 ans. Oui, Vous vous inscrivez à une chorale. Qu'est-ce qui se passe? oui, là chœur de l'Orchestre de Paris. Le chœur de l'orchestre de Paris. Après, je Bon. vais dans l'Orchestre des Jeunes en tant que violoniste, fondé par Barenboim. Et je vais apprendre Et mon vous métier êtes sur le tas. pianiste, violoniste, oui. Et En- chanteur. En même temps que chanteur. Et je vais travailler avec compositeur, chef d'orchestre. une D'accord. dizaine de professeurs de chant également. C'est normal, ça, c'est logique. C'est la musique. Oui, oui, il faut surtout quand vous voulez être chef d'orchestre, on a intérêt comment dire, à être conscient de son désir de savoir perpétuel jusqu'à la fin de ses jours. Et donc pouvoir dominer certaines matières, les cordes, les vents, donc le chant, les cordes violonistes, l'harmonie main gauche, main droite, indépendance des mains, donc ça va être le piano, l'accompagnement. J'accompagne Joachim Bresson comme pianiste. On a un récital qui explore beaucoup de répertoire musical. Tout Le cela. ténor, le ténor. Voilà. Alors, c'est l'apprentissage aussi de l'humilité, accompagnateur, parce qu'un chef d'orchestre doit être aussi l'accompagnateur de toute l'intelligence individuelle de chaque instrumentiste, accompagné et non pas comprimé par un savoir dictatorial. Alors, Même j'ai si toujours c'est pas tentant. compris comment vous vous retrouvez chef de l'orchestre de l'armée française Ben, à 22 ans. Ben, moi, Ça me j'en sais rien. trouble beaucoup. Non, mais ils sont venus, ils ont dû me repérer. À l'époque, on repérait en dehors des diplômes et des. Celui-là, il s'est marché. Il y avait quand même cette époque-là où on pouvait se démarquer. Se singulariser. Voilà, c'est-à-dire se singulariser et être apprécié par sa singularité. C'est là où j'ai rencontré Jean-Luc Hess, parce qu'il m'avait interviewé de retour de Sarajevo, une réelle amitié. Aujourd'hui, c'est dans des dossiers, c'est plus, comment dire... Bureaucratique. On va dire ça comme ça, ouais, c'est Bon. gentil. Heureux temps où vous vous singularisez, Mais- et on se dit celui-là il est prometteur et on lui fait confiance. Mais ce temps-là existe encore, la preuve, c'est qu'on Oui. est là. Bah oui, dans son âge. Ben oui, plus que son âgé. Bon. Alors, il vous prend ensuite une drôle d'idée, c'est d'organiser un peu à l'improviste des concerts ici ou là. Vous commencez, je crois, par donner un concert au Mont Blanc. Là aussi, vous n'aviez pas 30 ans, je crois. 33, si. 33, En fait, ça. c'était juste avant d'aller à Sarajevo, je me suis dit, hey, on va quand même vivre 2-3 trucs avant de mourir, c'est ce que je me disais. Alors, on peut voir des images de vous déposé par un hélicoptère Oui, sur le sommet du Mont Blanc et orchestrant les montagnes. oui. Et puis ensuite, on fait venir un piano. Racontez-nous. Oui, Et qu'est-ce qui vous a pris par la tête là? Qu'est-ce qui En vous est fait- passé par la tête? oui. D'abord, c'est pas moi parce que là, ça serait vraiment fou. C'est Hubert Reeves qui avait eu cette idée. Ah, Et vous aviez eu l'équipe de FR3 Montagne. professeur Nimbus. Oui, et FR3 Montagne avait voulu explorer le projet et m'avait demandé qu'est-ce que j'en pensais. Et j'avais dit 2-3 choses. Et une semaine après, ils m'ont dit que le projet était annulé. Bon, pour des raisons techniques.
Alors ça m'intéresse. Quand on me dit que les choses sont annulées, ça m'intéresse parce que je veux savoir pourquoi. Est-ce que c'est des préjugés, etc. Alors, j'ai eu une longue conversation pendant 1 heure en disant je suis d'accord que ce soit annulé, mais permettez-moi d'avoir un petit peu de liberté d'expression et de dire en quoi ça pourrait ne pas être, pourquoi ça pourrait ne pas être annulé. C'est passionnant. Moi, j'ai dirigé 1500 concerts dans ma vie. Et je vous assure qu'au niveau rationnel, on aurait pu dire c'est pas possible, c'est annulé, faut l'annuler, c'est trop dangereux, c'est trop grave, c'est pas possible. On y va. Mais 1500 concerts, elle m'a dit c'est pas possible. Et donc ça fait pour la 1500e fois, le 11 décembre, c'est un concert impossible, mais voilà, je suis là aussi pour que les auditeurs... 1500e concert. Oui. Et alors après, pourquoi Sarajevo? Parce qu'on est en pleine D'abord guerre. le Mont Blanc, parce alors, que le Mont Blanc, je perds pas votre fil aussi. Le Mont Blanc, donc j'ai expliqué que c'était possible, il fallait enregistrer le son d'abord, le préserver à Radio France, donc on l'a fait à Radio France. Dans les studios de Radio France. Après, pour les musiciens... j'avais des contacts avec des choristes polonais, donc ils n'ont pas peur de la neige, au contraire. Donc eux, ils sont en t-shirt à -20. Je plaisante à peine, mais c'était vrai. Et c'était banco, ils étaient très heureux. On est resté 1 semaine pour faire des plans séparés. L'orchestre, genre 3000 mètres, le chœur un petit peu plus haut, le piano un petit peu plus haut. Et puis, comme ils avaient vu que le piano, c'était pas possible pour des raisons de sécurité d'être amené au sommet du Mont Blanc, le matin, il me dit « Hugues, c'est vous qu'on va faire venir ». Mais ce n'était pas un projet mégalomaniaque de ma part. On voit bien un piano quand même sur les... Oui, il y a eu un piano qui était creux pour des raisons, pour que ça soit moins lourd. Et après, on a joué sur nos images. Enfin, plutôt les images étaient... Le son était déjà fait. Et les images sont venues ensuite. Et les images, on a essayé de synchroniser après. C'est-à-dire qu'en fait, j'avais l'enregistrement qui diffusait et derrière les caméras, je faisais la musique. Alors, avant tout, il fallait faire rêver à une époque où c'était la guerre en Europe, parce que c'est la guerre des Balkans, enfin la guerre à Sarajevo, mais, bref, c'était affreux. L'ancienne Yougoslavie. Exactement. Vous preniez votre envol, là. Et oui, et là, voilà, c'était prendre de la hauteur. Pour aller à Sarajevo. Exactement. Et c'était pour amener les images aux musiciens de Sarajevo. Au début, ils étaient 5, et ça nous amène bien sûr à Sarajevo, avec ces images-là. L'image ultra positive, merveilleuse, fantaisie pour piano, chœur, orchestre de Beethoven, la musique au-dessus des nuages, au-dessus de l'Europe entière, pour dire c'est nous qui menons le haut du pavé grâce au génie de la musique et pas vos armes. Oula, prendre du recul, de la hauteur, un petit peu à la Charles de Gaulle. Enfin, il y a une phrase de Charles de Gaulle qui vous va très bien. Quand vous cherchez votre route, visez les sommets, là, il n'y a pas d'encombrement. Exactement. Et ben c'est ça, c'est ma boussole. Charles de Gaulle, c'est une boussole pour moi. Je crois aussi bientôt, peut-être pour des millions de personnes. Je ne vous dirais pas le contraire. Mais exactement. Et alors, franchement, fondamentalement, il faut lire. Et donc, quand je vais à Sarajevo, je suis déjà... je sais que le côté positif des choses est déjà réalisé. Tous les aspects techniques ont été transcendés. C'était carrément le jingle de fin de France 2 à une époque, pendant 10 ans. Il y a une petite image de tous les exploits du XXe siècle, et je voyais le chef d'orchestre en pingouin au sommet du Blanc qui agite comme ça. Je dis, c'est quand même pas mal, c'est sympathique. Sur le plan, parce qu'à 33 ans, on a quand même encore du Lego, on croit encore pas plein de choses. Et maintenant on en a plus 30 ans plus tard? Si, encore plus en fait, en vrai. en vrai. Moi j'ai l'impression d'inverser le cours des choses. Et des gens qui vieillissent... Vous ne vous mentez jamais. Mentir? Jamais. Mais non, mes arrière-pensées, je préfère les mettre devant, c'est beaucoup plus drôle. Vous ne vous mentez jamais. Jamais. Vous ne mentez jamais. Jamais. C'est la grâce. C'est la grande grâce. Et vous savez, grâce à mon père, puisque il me disait, comme je ne suis pas d'accord avec sur rien, donc pas obligé de mentir. C'est comme ça. Puisque la vérité fracassante fait qu'il m'aime quand même. Elle est innocente. Donc on n'est pas obligé d'édulcorer, de changer, vous voyez ce que je veux dire, de travestir la pensée. Non, voilà, j'aime les gens. C'est pas un mensonge, c'est une vérité. Et je m'enrichis pas beaucoup avec ça. Et puis, on en parlera de l'argent. Ah oui, voilà. L'argent c'est bien quand on le donne.